La petite fille avait disparu depuis 47 minutes. Antoine Dubois se tenait dans le hall de l'hôtel Majestic, entouré d'agents de sécurité, de directeurs de l'hôtel et de ses propres collaborateurs. Son visage était calme, ses mains étaient instables, mais à l'intérieur, il s'écroulait. « Léa, dit-il doucement, où es-tu » Sa fille de 5 ans s'était volatilisée pendant une conférence d'affaires. Un instant, elle était assise dans un coin de la salle de conférence, coloriant paisiblement. L'instant d'après, elle avait disparu. Si vous avez déjà perdu de vue un enfant, même pour une seconde, vous connaissez la terreur qui vous saisit le cœur. Imaginez maintenant cette terreur, qui dure 47 minutes, et ça continue. « Monsieur Dubois », dit nerveusement le directeur de l'hôtel, « nous avons fouillé chaque étage, les restaurants, l'espace bien-être. Elle n'est nulle part. »« Cherchez encore, » dit Antoine. « Monsieur, nous avons déjà cherché 3 fois. Alors cherchez 4 fois. » La voix d'Antoine était glaciale. « Ma fille est dans cet immeuble. Trouvez-la. » Le directeur s'éloigna précipitamment. Antoine sortit son téléphone et appela sa mère. Simone Dubois répondit à la première sonnerie. « L'ont-ils retrouvée ? » ?»« Non. »« Je t'avais dit de ne pas l'emmener à ces choses, » dit Simone. « Elle est trop jeune, trop fragile. Elle devrait être à la maison avec une surveillance appropriée. »« Mère, » dit Antoine entre ses dents serrées. « Pas maintenant. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. 48 minutes. Sa femme était morte depuis 2 ans. Un accident de voiture. Il conduisait. Sophie était sur le siège passager. Un conducteur ivre avait brûlé un feu rouge. Antoine s'en était sorti avec des blessures mineures. Sophie, elle, ne s'en était pas sortie du tout. Et Léa, qui était sur le siège arrière, n'avait pas prononcé un seul mot depuis. 2 ans de silence, 2 ans de thérapeute, de spécialiste, de médicaments. 2 ans à regarder sa fille se replier de plus en plus sur elle-même. Et maintenant, elle avait disparu. Antoine ferma les yeux. « Sophie, pensa-t-il, s'il te plaît, aide-moi à la retrouver. 3 étages en dessous du hall, au sous-sol, là où se trouvent les buanderies et les zones de stockage. » Élise Martin poussait son chariot de ménage dans les couloirs vides. Elle préférait travailler ici en bas. Pas de clients, pas de regard. Personne pour voir les cicatrices qui recouvraient le côté gauche de son visage. Les cicatrices qui lui avaient tout coûté. Son mari, sa confiance, sa conviction qu'elle méritait encore quelque chose de bien dans ce monde. Élise fredonnait doucement en travaillant, une berceuse qu'elle chantait autrefois à sa fille Rose. Rose avait 7 ans maintenant. Elle vivait avec la mère d'Élise pendant qu'Élise faisait des doubles postes à l'hôtel. Ce n'était pas l'idéal. Ce n'était pas ce qu'Élise voulait. Mais c'était le seul moyen de payer les factures médicales, les factures de l'incendie. Élise n'aimait pas penser à l'incendie, à la nuit où elle avait couru dans un bâtiment en flammes pour sauver sa fille, au plafond qui s'était effondré sur elle, aux mois passés à l'hôpital, aux greffes de peau, aux infections. Elle avait sauvé Rose. C'était ce qui comptait. Mais elle s'était perdue dans l'opération. Élise tourna au coin d'un couloir et s'arrêta. Une petite fille était assise par terre, au milieu du couloir. Elle avait peut-être 5 ans, avec des cheveux foncés et de grands yeux qui semblaient trop vieux pour son visage. Elle portait une robe coûteuse qui valait probablement plus que le salaire mensuel d'Élise. Et elle pleurait silencieusement, des larmes coulant sur ses joues sans un seul bruit. Le cœur d'Élise se serra. Elle connaissait les larmes silencieuses. Elle connaissait la douleur qui était trop profonde pour le son. « Bonjour », dit doucement Élise en s'accroupissant à quelques mètres de l'enfant. « Tu es perdue ?» La fillette leva les yeux vers elle. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit le visage d'Élise, quand elle vit les cicatrices. Élise se détourna instinctivement, cachant le côté abîmé de son visage. Elle était habituée à cette réaction. Les enfants avaient toujours peur d'elle au début. « Je suis désolée », dit-elle en commençant à se relever. « Je vais aller chercher quelqu'un pour t'aider. » Mais la petite fille fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main et attrapa la main d'Élise. Élise se figea. Elle baissa les yeux sur les petits doigts enroulés autour des siens, marqués de cicatrices.
sur l'enfant qui ne s'enfuyait pas, qui ne criait pas, qui ne la regardait pas avec horreur ou pitié. La fillette la regardait avec émerveillement. Elle ouvrit la bouche, ses lèvres bougèrent, et puis, d'une voix rauque, à force de ne plus être utilisée, elle parla. « Beau !» dit-elle. Élise cligna des yeux. « Quoi ? Beau !» La fillette montra les cicatrices d'Élise du doigt, comme des étoiles. Élise sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui était gelé depuis 3 ans. Personne n'avait jamais dit que ses cicatrices étaient belles. « Comment t'appelles-tu » demanda Élise, la voix étranglée. La fillette ne répondit pas. Elle serra simplement la main d'Élise plus fort. « D'accord, » dit Élise. « Tu n'es pas obligée de parler. Je m'appelle Élise. Je travaille ici. Est-ce que je peux t'aider à retrouver ta famille ?» La fillette secoua violemment la tête. « Tu ne veux pas retrouver ta famille ?» Un autre hochement de tête. « Tu as peur ?» Un silence. Puis un petit signe de tête. Élise comprenait. Elle avait eu peur aussi, après l'incendie. Peur des gens, peur du monde, peur d'être vue. « Est-ce que je peux te raconter un secret ?» demanda Élise. La fillette acquiesça. « J'ai peur aussi, » dit Élise, « tous les jours. Mais tu sais ce qui m'aide. » Les yeux de la fillette étaient grands ouverts et curieux. « Chanter, » dit Élise. « Quand j'ai peur, je chante. Est-ce que tu voudrais que je chante pour toi ?» La fillette acquiesça de nouveau. Élise prit une inspiration. Et puis, assise sur le sol froid d'un sous-sol d'hôtel, elle commença à chanter. C'était la berceuse qu'elle chantait à Rose. Une chanson que sa mère lui avait chantée à elle. Une chanson sur les étoiles, les rêves et la lumière qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus sombre. Sa voix était douce, mais claire. Elle résonnait sur les murs de béton et emplissait le couloir vide de chaleur. La fillette écoutait de tout son corps. Ses larmes cessèrent. Sa prise sur la main d'Élise se relâcha, et lentement, si lentement, elle se pencha contre le flanc d'Élise. Au moment où Élise termina la chanson, les yeux de la fillette étaient fermés. Elle ne dormait pas. Elle était juste paisible. Élise regarda cet enfant étrange et silencieux qui avait trouvé ses cicatrices belles, qui n'avait pas peur d'elle, qui se penchait contre elle comme si elle était à sa place. Et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans. De l'espoir. Qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? Seriez-vous resté avec cet enfant perdu? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. 53 minutes. Antoine était en train de perdre la tête. Il avait fouillé lui-même tous les espaces publics de l'hôtel. Il avait interrogé chaque membre du personnel. Il avait visionné les images de vidéosurveillance qui montraient Léa quittant la salle de conférence, se dirigeant vers l'ascenseur et descendant au niveau du sous-sol, là où les caméras étaient rares et les couloirs étaient vides. « Je descends là-bas », dit Antoine à son chef de la sécurité. « Restez ici au cas où elle remonterait. Monsieur, laissez-moi envoyer mon équipe. » Non. Antoine se dirigeait déjà vers l'ascenseur de service. « Elle est ma fille. Je vais la retrouver moi-même. » Le sous-sol était un véritable labyrinthe de couloirs, des zones de stockage, des buanderies, des locaux techniques. Antoine les parcourait méthodiquement, appelant le nom de Léa. Aucune réponse. Bien sûr qu'il n'y avait pas de réponse. Léa ne parlait pas. Léa n'avait pas dit un mot depuis 2 ans, mais elle pouvait entendre. Elle pouvait venir à lui si elle entendait sa voix. Léa. Antoine appela à nouveau. « Ma chérie, c'est papa. S'il te plaît, viens. » Rien. Il tourna à un autre coin et s'arrêta. Là, assise par terre au milieu d'un couloir, se trouvait sa fille. Elle était appuyée contre une femme en uniforme de nettoyage. Ses yeux étaient fermés. Son visage était paisible, et elle tenait la main de la femme comme si elle ne voulait jamais la lâcher. La femme leva les yeux quand elle entendit les pas d'Antoine. Elle tourna son visage et il vit ses cicatrices. Elles couvraient le côté gauche de son visage, de son front à sa mâchoire. Rose, blanche et texturée, comme une carte de la douleur,
comme une histoire écrite sur sa peau. La plupart des gens auraient détourné le regard. La plupart des gens auraient ressenti de la pitié, du dégoût ou de la gêne. Antoine n'éprouva aucune de ces choses. Il ressentit de la gratitude. « Vous l'avez trouvé, dit-il, la voix brisée. » La femme se leva rapidement, se détachant doucement de Léa. « Je suis désolé, monsieur. » Elle était perdue. Je la tenais juste compagnie, en attendant que quelqu'un arrive. « Ne vous excusez pas. » Antoine avança et s'agenouilla devant sa fille. « Léa, ma chérie, ça va ?» Léa ouvrit les yeux. Elle regarda son père. Puis elle regarda Élise. Et elle parla. « Papa, dit-elle. » Sa voix était rauque, inutilisée, magnifique. Elle a des étoiles sur son visage. Antoine sentit le monde s'arrêter. Sa fille avait parlé. Pour la première fois depuis 2 ans, sa fille avait parlé. Il regarda la femme balafrée, ses yeux doux, la main que Léa tenait encore. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Comment avez-vous fait pour qu'elle parle ?» Élise secoua la tête. « Je n'ai rien fait. Je lui ai juste chanté une chanson. Elle vous a parlé. » Antoine se leva, les jambes mal assurées. « Elle n'a parlé à personne depuis 2 ans, ni à moi, ni à sa grand-mère, ni à aucun des thérapeutes ou des médecins. Et elle vous a parlé. » Élise ne savait pas quoi dire. Elle resta juste là, mal à l'aise face à l'intensité de son regard. Léa tira sur la manche de son père. « Papa, je veux rester avec la dame aux étoiles. » Antoine regarda sa fille, le premier signe de vie qu'il avait vu dans ses yeux depuis la mort de Sophie. Puis il regarda Élise. Et il fit quelque chose qui choqua tous ceux qui le virent plus tard sur les caméras de surveillance. Il tendit la main et prit celle d'Élise. « Merci, dit-il. Merci de l'avoir trouvée. Merci d'être resté avec elle. Merci pour toute la magie que vous avez faite pour qu'elle reparle. » Élise fixa leurs mains jointes. Cet homme riche et puissant qui tenait ses doigts marqués comme s'ils étaient si précieux. « Ce n'était pas de la magie, dit-elle doucement. Je l'ai juste traité comme une personne. » Antoine acquiesça lentement. Peut-être que c'est ça la magie. Il ne lâcha pas sa main. Léa attrapa l'autre main d'Élise. Et tous les 3 restèrent là dans le sous-sol d'un hôtel de luxe, connectés par le toucher. Connectés par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Ce qui allait se passer ensuite allait changer leur vie à jamais. Mais à ce moment-là, il n'y avait que ça. Un père qui avait retrouvé sa fille. Une enfant qui avait retrouvé sa voix. Et une femme balafrée qui avait retrouvé quelque chose qu'elle pensait perdu à jamais. L'espoir. Cette histoire touche déjà les cœurs du monde entier. Si elle touche le vôtre. Le bouton Super Thanks ci-dessous est un moyen de soutenir la création de plus de contenu de ce type. Chaque contribution aide à donner vie à ces histoires. La nouvelle se répandit dans l'hôtel Majestic comme une traînée de poudre. La fille d'Antoine Dubois a parlé. La petite fille qui était restée silencieuse pendant 2 ans a finalement prononcé des mots. Et cela s'est passé dans le sous-sol, avec une femme de ménage. Au moment où Antoine ramena Léa dans le hall, une foule s'était rassemblée. Le personnel de l'hôtel, les participants à la conférence, sa propre équipe et sa mère, Simone Dubois, qui était arrivée dans un tourbillon de vêtements de créateur et de froide fureur. « Antoine, » dit Simone en se précipitant, « est-ce qu'elle va bien ? Que s'est-il passé ? » « Elle va bien, mère. » Antoine garda une main sur l'épaule de Léa. L'autre main ne tenait plus celle d'Élise. Il l'avait lâchée lorsqu'ils étaient entrés dans l'ascenseur, mais il pouvait encore sentir la chaleur de ses doigts. « J'ai entendu dire qu'elle avait parlé, » continua Simone. « Est-ce vrai ?» Léa tira sur la manche d'Antoine. Elle regardait à travers le hall vers Élise qui essayait de s'éclipser inaperçue. « Papa, » dit Léa. Sa voix était encore rauque, encore inutilisée, mais plus forte maintenant. La dame aux étoiles s'en va. Tout le monde dans le hall l'entendit. Tout le monde regarda la petite fille qui était restée muette pendant des années. Puis ils regardèrent Élise. Élise se figea. Elle avait été si près de s'échapper, de disparaître à nouveau dans le sous-sol où était sa place. Maintenant, tous les yeux étaient fixés sur elle, sur son uniforme, sur ses cicatrices.
Elle avait envie de courir. Mais Léa la regardait avec ses grands yeux pleins de confiance. Et Antoine la regardait comme si elle était un miracle. « Attendez », lança Antoine. « S'il vous plaît. » Élise se tourna lentement. « Je devrais retourner travailler, » dit-elle doucement. « Je suis contente que votre fille aille bien. Quel est votre nom ?» Élise hésita. « Élise, Élise Martin. »« Élise, » dit Antoine, « j'aimerais vous parler, en privé, si vous avez le temps. » Simone s'avança. « Antoine, cela peut sûrement attendre. Léa doit être examinée par un médecin. Vous avez une conférence à terminer. Cette femme n'est qu'une femme de ménage. Juste une femme de ménage. » Les mots restèrent en suspens comme une gifle. Élise sentit son visage brûler. Elle y était habituée. Habituée à être ignorée. Habituée à n'être rien. Mais Léa n'y était pas habituée. « Elle n'est pas juste une femme de ménage, » dit Léa à haute voix. Tout le monde dans le hall se tourna pour regarder cette enfant qui était restée silencieuse pendant 2 ans et qui défendait maintenant une inconnue. Elle est la dame aux étoiles. Elle est gentille. Elle m'a chanté une chanson. Le visage de Simone se durcit. « Léa, ma chérie, c'est gentil, mais tu ne comprends pas. »« Je comprends, » dit Léa obstinément. « Elle est restée avec moi quand j'avais peur. Elle m'a tenu la main. C'est important. » Antoine regarda sa fille avec émerveillement. En l'espace d'1 heure, elle était passée du silence complet à la prononciation de phrases complètes, à se disputer avec sa grand-mère, à défendre une femme qu'elle venait de rencontrer. Quoi qu'Élise Martin ait fait, ça marchait. « Mère, » dit Antoine fermement, « Élise dîne avec nous ce soir. Je veux la remercier comme il se doit d'avoir trouvé Léa et de l'avoir aidée. » Les yeux de Simone s'écarquillèrent. « Dîner ?» Antoine, c'est à peine approprié. Je ne demandais pas la permission. Les mots étaient calmes, mais définitifs. Simone serra les lèvres, mais ne dit rien. Antoine se retourna vers Élise, qui semblait vouloir se fondre dans le sol. « S'il vous plaît, dit-il, laissez-moi vous remercier. C'est juste un dîner. » Élise secoua la tête. « Monsieur Dubois, j'apprécie l'offre, mais je dois travailler. Je ne peux pas simplement partir dîner. Je vais parler à votre responsable. » Antoine fit déjà signe à l'un de ses collaborateurs. « Considérez cela comme une soirée de congé payée. Monsieur, je ne pourrais vraiment pas. »« Vous avez fait parler ma fille, » dit Antoine. Sa voix se brisa légèrement. « Depuis 2 ans, je l'emmène voir tous les spécialistes du monde. J'ai dépensé des millions d'euros en traitement et en thérapie. Rien n'a fonctionné. Et puis, vous vous êtes assise avec elle dans un sous-sol, vous lui avez chanté une chanson et elle a parlé. » Il la regarda avec des yeux humides de larmes non versées. « S'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose. N'importe quoi. » Élise regarda Léa qui hochait la tête avec enthousiasme. « S'il te plaît, Dame Étoile, » dit Léa. « S'il te plaît, viens dîner ?» Élise n'avait jamais pu dire non à un enfant. « D'accord, » dit-elle finalement. « Dîner. » Léa applaudit. Simone fronça les sourcils. Et Antoine sourit pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des années. 3 heures plus tard, Élise se retrouva assise dans une salle à manger privée du restaurant le plus cher de l'hôtel Majestic. Elle avait quitté son uniforme de femme de ménage pour revêtir ses plus beaux vêtements. Une simple robe noire qu'elle avait achetée pour des entretiens d'embauche. Des talons bas qui lui pinçaient les pieds. Ses cheveux étaient lâchés, soigneusement arrangés pour couvrir le côté cicatrisé de son visage. Elle se sentait complètement déplacée. La salle à manger était décorée de fleurs et de bougies. La table était mise avec plus de couverts qu'Élise n'en avait dans tout son appartement. Et en face d'elle était assis Antoine Dubois, l'un des hommes les plus riches de la ville, avec Léa entre eux qui coloriait paisiblement sur une feuille de papier. « C'est trop, » dit Élise, en regardant autour d'elle. « J'ai juste retrouvé votre fille. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, » dit Antoine doucement. « Il ne l'aurait pas fait. » Élise fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Antoine resta silencieux pendant un moment. Puis il dit « Après la mort de ma femme, Léa a cessé de parler, mais elle n'a pas cessé d'exister. Elle était toujours là, toujours présente, toujours en besoin de connexion. » Il regarda sa fille avec un amour douloureux. «
Mais les gens ont cessé d'essayer de se connecter avec elle. Ils voyaient son silence et supposaient qu'elle ne comprenait pas. Ils parlaient par-dessus elle, parlaient autour d'elle, la traitaient comme si elle n'était pas dans la pièce. Élise sentit son cœur se serrer. Elle savait exactement ce que cela faisait. Même les spécialistes, continua Antoine. Ils l'analysaient, l'observaient, mais ils s'asseyaient rarement simplement avec elle. Ils la traitaient rarement comme une enfant qui avait peur, qui était triste et qui avait besoin de quelqu'un pour être présent. Il regarda Élise. Vous n'avez pas essayé de la réparer. Vous êtes juste resté avec elle. Vous lui avez chanté. Vous l'avez traitée comme si elle comptait. Elle compte, dit Élise. Je sais, mais tout le monde n'agit pas comme tel. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Léa continua à colorier, inconsciente du poids de la conversation autour d'elle. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Antoine. Élise acquiesça. « Vos cicatrices. Comment les avez-vous eues ?» Élise se crispa. C'était la question qu'elle redoutait le plus. La question qui venait toujours avec de la pitié, de la curiosité morbide ou un dégoût à peine voilé. Mais Antoine ne la regardait avec aucune de ces choses. Il la regardait juste, attendant, sans exiger. Un incendie, en dit Élise finalement. Il y a 3 ans. Mon immeuble a pris feu au milieu de la nuit. Ma fille était piégée dans sa chambre. J'y suis allé pour la chercher. Élise fit une pause. Les souvenirs étaient encore vifs, encore douloureux. Le plafond s'est effondré sur moi, continua-t-elle. J'ai couvert Rose avec mon corps. Elle s'en est sortie sans une égratignure. J'ai passé 6 mois à l'hôpital. Antoine resta silencieux. Puis il dit, « Vous lui avez sauvé la vie. J'ai fait ce que toute mère ferait. » Non. Antoine secoua la tête. « Vous avez fait ce qu'un héros ferait. Vous avez couru dans un immeuble en feu pour votre enfant. Ces cicatrices ne sont pas des défigurations. Ce sont des médailles. Elles sont la preuve du plus grand amour qui soit. » Élise sentit des larmes lui piquer les yeux. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Son ex-mari l'avait traitée de marchandise endommagée. Ses collègues évitèrent de la regarder. Les étrangers fixaient ou détournaient rapidement le regard. Mais Antoine Dubois la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. « Papa, » dit Léa soudainement, levant les yeux de son coloriage. « Est-ce qu'Élise peut venir demain aussi ?» Antoine regarda sa fille, puis Élise. « J'aimerais bien, dit-il, si Élise le veut bien. » Élise pensa à ses factures, à ses doubles quarts de travail, à sa mère, qui était trop âgée pour garder Rose tout le temps, à sa vie qui était une lutte constante juste pour survivre. Elle pensa à cet homme qui regardait ses cicatrices et voyait des médailles au lieu de défiguration. Elle pensa à cette petite fille qui l'appelait la Dame Étoile et lui tenait la main comme si elle ne voulait jamais la lâcher. « D'accord, » dit Élise. « J'aimerais bien aussi. » Léa rayonna. Et à ce moment, Élise aperçut ce que cet enfant devait être avant que la tragédie ne lui vole sa voix. Lumineuse, joyeuse, vivante. Peut-être, pensa Élise, peut-être que cette petite fille n'est pas la seule qui a besoin de guérison. Peut-être qu'ils en ont tous besoin. Les 2 semaines suivantes ont tout changé. Antoine engagea Élise comme accompagnatrice personnelle de Léa. Le salaire était supérieur à ce qu'Élise avait gagné en 5 ans de ménage. Les heures étaient raisonnables. Et le plus important, elle pouvait emmener Rose avec elle. Rose, qui avait 7 ans avec les cheveux noirs de sa mère et le sourire absent de son père. Rose, qui avait grandi en regardant sa mère se cacher du monde. Rose qui avait appris trop jeune que la beauté pouvait être détruite en une seule nuit. La première fois que Rose rencontra Léa, Élise retint son souffle. « Rose, voici Léa, » dit Élise. « Elle a 5 ans. Elle aime colorier et jouer avec des poupées. » Rose regarda Léa avec des yeux sérieux. « Maman dit que tu n'as pas parlé pendant longtemps. » Léa acquiesça. « Pourquoi pas ?» Léa resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit « J'étais triste. Ma maman est morte. » Rose acquiesça solennellement. « Mon papa est parti après que maman se soit blessée. Il a dit qu'elle n'était plus jolie. » Élise sentit son cœur se briser.
Elle n'avait pas su que Rose comprenait ça, n'avait pas su que sa fille avait entendu ces mots. Mais Léa pencha juste la tête. « Ta maman est la plus jolie personne que j'ai jamais vue, dit-elle. Elle a des étoiles sur son visage. » Rose regarda Élise, puis de nouveau Léa. « Des étoiles ?» dit Rose. Léa acquiesça avec enthousiasme, comme celles dans le ciel. « Mais mieux parce que tu peux les voir pendant la journée. » Rose resta silencieuse. Puis elle dit « Je n'y avais jamais pensé comme ça. » Élise regarda ses filles, biologiques et choisies, se connecter sur quelque chose de si simple, si profond. Peut-être que Léa avait raison. Peut-être qu'elles étaient des étoiles. Peut-être qu'elles s'étaient regardées de la mauvaise façon. Antoine regardait Élise avec sa fille et tombait un peu plus amoureux chaque jour. Il n'appelait pas ça de l'amour. Pas encore. Il appelait ça de la gratitude, de l'admiration, de la reconnaissance. Mais au fond, il le savait. Il y avait quelque chose chez Élise qui l'attirait. Pas seulement sa gentillesse, pas seulement son effet sur Léa. C'était la façon dont elle traversait le monde, silencieuse, forte, inébranlable, malgré tout ce qui avait essayé de la briser. Elle était belle, non pas malgré ses cicatrices, mais grâce à elle, grâce à ce qu'elle représentait, grâce à l'histoire qu'elle racontait, et elle n'en avait aucune idée. Un après-midi, Antoine rentra plus tôt du travail et trouva Élise et les filles dans le jardin. Léa courait après les papillons. Rose lisait sous un arbre, et Élise était assise sur un banc, le visage incliné vers le soleil, ses cicatrices visibles pour une fois. Elle avait l'air paisible, sans défense, libre. Antoine s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se contenta d'observer. Puis Élise ouvrit les yeux et le vit. Elle détourna immédiatement le visage, cachant ses cicatrices derrière ses cheveux. « Ce n'est que moi, Antoine, » dit-il doucement, en s'approchant d'elle. « Tu n'as pas à te cacher. » Les joues d'Élise rougirent. Je ne me cachais pas. Le soleil était dans mes yeux. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Mais Antoine n'insista pas. Il s'assit à côté d'elle sur le banc. « Puis-je te demander quelque chose ?» Élise acquiesça. « Pourquoi les caches-tu » Élise resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit « Parce que quand les gens les voient, ils voient une victime. Ils voient quelque chose de brisé, quelque chose à plaindre, à craindre ou à éviter. » Antoine se tourna pour la regarder pleinement. « Je ne vois aucune de ces choses. »« Que vois-tu alors ?» Antoine tendit la main et glissa doucement ses cheveux derrière son oreille, révélant ses cicatrices. « Je vois une mère qui a couru dans un incendie pour son enfant, » dit-il. « Je vois une femme qui a survécu à quelque chose de terrible et a continué. Je vois de la force, du courage, de la beauté. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Tu n'es pas obligé de dire ça. » « Je ne le dis pas parce que je dois le faire. » La main d'Antoine s'attarda sur sa joue. « Je le dis parce que c'est vrai. » Ils restèrent assis là, figés dans l'instant, le soleil chaud sur leurs visages, les filles riant au loin, puis Élise se retira. « Monsieur Dubois, » dit-elle. « Antoine, Antoine, » corrigea-t-elle. « Ce n'est pas approprié. Je travaille pour vous. Je suis la nounou de votre fille. Il y a des limites. » Antoine acquiesça lentement. « Tu as raison. Je m'excuse si j'ai dépassé les bornes. »« Vous n'avez pas, » dit Élise rapidement. « Enfin, vous l'avez fait, mais ça ne m'a pas dérangé. » Enfin, elle s'arrêta, confuse. Antoine sourit. « Que dirais-tu de ça? Je respecterai les limites tant que tu travailleras pour moi. Mais quand Léa sera plus grande et n'aura plus besoin de nounou, je vais t'inviter à dîner. Un vrai dîner. Pas un dîner de remerciements. Un rendez-vous. » Élise le regarda fixement. « Ça pourrait être dans des années. Je suis un homme patient. Et si je rencontre quelqu'un d'autre d'ici là, le feras-tu » Élise y réfléchit, aux hommes qui détournèrent le regard de ses cicatrices, à la solitude qu'elle avait acceptée comme son destin, à cet homme qui la voyait pleinement et la trouvait belle. « Non, » admit-elle, « je ne pense pas que je le ferai. »« Alors j'attendrai, » dit Antoine, « aussi longtemps qu'il faudra. » Ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était quelque chose de mieux.
C'était une promesse. 2 mois après l'embauche d'Élise, Simone Dubois décida qu'elle en avait assez. Elle avait vu son fils tomber amoureux de cette femme de ménage balafrée. Elle avait vu sa petite fille s'attacher à cette étrangère et à sa fille. Elle avait vu son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. Et elle n'allait pas le permettre. Simone avait des relations, des ressources, des informations. En 1 semaine, elle savait tout ce qu'il y avait à savoir sur Élise Martin. L'incendie, les factures d'hôpital, l'ex-mari qui l'avait abandonnée, la mère qui gardait Rose pendant qu'Élise faisait des doubles quarts de travail, la pauvreté, la lutte, le désespoir. Et elle savait exactement comment l'utiliser. « Antoine, » dit Simone un soir, en rejoignant son fils dans son bureau, « nous devons parler de la nounou. »« Élise, » dit Antoine sans lever les yeux de ses papiers. « Elle s'appelle Élise. »« Oui, Élise. » Simone s'assit en face de lui. « As-tu envisagé qu'elle ne soit peut-être pas adaptée à Léa ?» Antoine finit par lever les yeux. « Adaptée. Elle ne vient de rien. Antoine, elle n'a pas d'éducation, pas de relations familiales, pas de ressources. Et ce visage. » Simone frissonna délicatement. « Léa est à un âge impressionnable. Est-ce vraiment l'exemple que tu veux lui donner ?» La mâchoire d'Antoine se serra. « Mère, je choisirais mes prochains mots avec beaucoup de soin si j'étais vous. Je ne pense qu'à Léa. Non, vous ne pensez qu'à vous. Vous pensez à ce que vos amis du club vont dire. Vous pensez aux apparences. » Les yeux de Simone se durcirent. Quelqu'un doit y penser. Vous, ce n'est certainement pas le cas. Vous êtes tellement obnubilé par cette femme que vous ne voyez pas ce qui est juste devant vous. Et qu'est-ce que c'est? Elle vous utilise, dit Simone sèchement. Elle a trouvé un homme riche dont la fille se trouve réagir à elle. Et maintenant, elle se positionne pour devenir la prochaine Madame Dubois. C'est une manipulation classique. Antoine se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. « Sorti », dit-il doucement. « Antoine, sorti de mon bureau, sorti de ma maison. Je ne vous permettrai pas de parler d'Élise de cette façon. » Simone se leva, sa contenance se fissurant. « Tu fais une erreur. Alors c'est mon erreur à faire. » Antoine se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Au revoir, mère. » Simone se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Tu vas le regretter, » dit-elle. « Quand elle montrera ses vraies couleurs, quand elle te prendra tout. Souviens-toi que j'ai essayé de te prévenir. » Elle partit sans se retourner. Antoine ferma la porte et s'y appuya, respirant fortement. Il connaissait sa mère. Il savait qu'elle n'abandonnerait pas facilement. Elle trouverait un autre moyen de détruire ce qu'il construisait avec Élise. Il devait juste être prêt. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que Simone avait déjà 3 coups d'avance. Elle avait engagé un détective privé. Elle avait retrouvé l'ex-mari d'Élise. Elle avait appris les dettes qui pesaient encore sur la tête d'Élise, les agences de recouvrement, la menace de perdre son appartement. Et elle avait trouvé l'arme parfaite, Victoria Hayes. Victoria était tout ce que Simone voulait pour son fils. Belle, riche, bien connectée. Elle venait d'une des plus anciennes familles de la ville. Elle avait été éduquée dans les meilleures écoles. Elle fréquentait tous les bons cercles. Et elle poursuivait Antoine depuis des années. Il n'avait jamais été intéressé. Trop consumé par le chagrin. Trop concentré sur Léa. Trop occupé à bâtir son empire. Mais maintenant, pensait Simone, les choses étaient différentes. Maintenant, il y avait de la concurrence. Et Victoria Hayes ne perdait pas les compétitions. 3 jours après l'expulsion de Simone de la maison d'Antoine, Victoria apparut à un événement caritatif où Antoine était le conférencier principal. Elle était époustouflante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus qu'Élise ne gagnait en 1 mois. Ses cheveux étaient parfaits. Son sourire était parfait. Tout chez elle était parfait, et elle s'assurait qu'Antoine le remarquât. « Antoine », dit-elle en s'approchant de lui après son discours, « c'était merveilleux, tellement inspirant. » Victoria. Antoine hocha poliment la tête. « Merci. J'ai entendu parler de votre fille, » continua Victoria. Qu'elle recommence à parler.
Quel soulagement ça doit être. Oui. Victoria se pencha plus près. Votre mère m'a parlé de la femme qui l'a aidée. La nounou. Elle a l'air intéressante. L'expression d'Antoine se refroidit. Vraiment? Simone s'inquiète pour vous, dit Victoria. Nous tous en fait. Cette femme est apparue de nulle part et a soudainement accès à votre fille, à votre maison, à votre vie. Ne trouvez-vous pas cela suspect? Non, dit Antoine sèchement. Pas du tout. Antoine. Victoria posa une main sur son bras. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais je tiens à vous. Je tiens à Léa. Je veux juste m'assurer que vous ne vous faites pas avoir. Antoine retira sa main. Victoria, j'apprécie votre inquiétude, mais ma vie et mes choix ne vous regardent pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Il s'éloigna sans se retourner. Victoria le regarda partir, son sourire parfait ne vacillant jamais, mais à l'intérieur. Elle était furieuse. Personne ne quittait Victoria Hayes. Personne. Et certainement pas pour une inconnue balafrée des sous-sols d'un hôtel. C'était loin d'être fini. Élise sut que quelque chose n'allait pas dès son arrivée au travail le lendemain matin. L'agent de sécurité qui l'accueillait habituellement la stoppa à l'entrée. « Je suis désolé, mademoiselle Martin, dit-il. J'ai l'ordre de ne pas vous laisser entrer. »« Quoi ?» Élise fronça les sourcils. « Ordre de qui ?»« Madame Dubois. » Élise sentit son estomac se nouer. Simone n'était pas censée être là. Antoine lui avait parlé de leur dispute. « Il doit y avoir une erreur, dit Élise. Je travaille ici. Je m'occupe de Léa. » Le garde eut l'air mal à l'aise. « Je ne fais qu'obéir aux ordres, madame. Laissez-moi appeler Antoine. » Il n'est pas là. Il avait une réunion tôt ce matin en centre-ville. Élise sortit son téléphone et composa le numéro d'Antoine. Ça tomba sur la messagerie vocale. Elle essaya à nouveau. Messagerie vocale. Quelque chose n'allait vraiment pas. Puis la porte d'entrée s'ouvrit et Simone Dubois sortit. Elle était habillée impeccablement, comme toujours. Son expression était d'une froide satisfaction. « Ah, Élise !» Simone prononça son nom comme si c'était quelque chose de dégoûtant. « Je suis ravie que vous ayez pu venir. Nous devons avoir une conversation. »« Où est Léa ?» demanda Élise. « Léa va bien. Elle est avec sa nouvelle nounou. »« Nouvelle nounou ? Vos services ne sont plus requis, dit Simone. J'ai embauché quelqu'un de plus, convenable. Quelqu'un avec les diplômes appropriés. Quelqu'un qui ne donnera pas de cauchemar à Léa avec ce visage. » Élise eut l'impression d'avoir été giflée. « Antoine ne permettra pas ça, dit-elle. »« Antoine n'est pas là, répondit Simone. Et au moment où il reviendra, vous serez parti, avec toute trace de votre existence dans sa vie. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire ce que je veux. » Simone s'approcha, sa voix baissant à un murmure vicieux. « Pensiez-vous vraiment pouvoir vous insinuer dans cette famille? Que mon fils choisirait quelqu'un comme vous? Regardez-vous, Élise. Vous n'êtes rien. Une inconnue balafrée qui a eu de la chance pendant quelques semaines, mais la chance finit par tourner. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe. « Voici un chèque de 50 000 €, dit Simone. Prenez-le et disparaissez. Ne contactez plus jamais mon fils ni ma petite-fille. » Élise fixa l'enveloppe, puis Simone. Et ensuite, elle fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle rit. « Gardez votre argent, dit Élise. Je n'en veux pas. Tout le monde veut de l'argent. Pas moi. Pas comme ça. » Élise redressa la colonne vertébrale. « Je suis venue ici pour m'occuper d'une petite fille qui avait besoin de quelqu'un. J'ai bien fait ce travail. Si vous voulez me virer, très bien. Mais je ne vais pas m'enfuir comme si j'avais fait quelque chose de mal. Parce que je n'ai rien fait de mal. » Elle regarda Simone droit dans les yeux. « Et pour votre information, mes cicatrices ne sont pas des cauchemars. Elles sont la preuve que je ferais n'importe quoi pour mon enfant. Ce que vous ne comprendriez manifestement pas. » Elle se retourna et s'éloigna. Ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade. Mais sa tête était haute. Derrière elle, Simone regardait d'un œil mauvais. Ce n'était pas fini, loin de là. Antoine rentra chez lui pour trouver sa maison en plein chaos. Léa hurlait vraiment, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de sa mère. La nouvelle nounou, une femme en uniforme blanc immaculé,
se tenait impuissante dans le couloir. Et Simone essayait de calmer Léa avec toute la chaleur d'une sculpture de glace. « Que se passe-t-il » demanda Antoine, se précipitant vers sa fille. Léa se jeta dans ses bras. « Papa, ils ont emmené Élise. Ils l'ont fait partir. Je veux Élise. Je veux la dame aux étoiles. » Antoine regarda sa mère avec une froide fureur. « Qu'avez-vous fait ?»« J'ai embauché une nounou convenable, » dit Simone. « Quelqu'un avec des diplômes. Quelqu'un de convenable. Vous avez viré Élise. » La voix d'Antoine était mortellement calme. « Sans ma permission. Sans même m'en informer. Vous ne pensiez pas clairement. » Simone leva le menton. Quelqu'un devait protéger cette famille. Nous protéger de quoi? De la femme qui a fait reparler ma fille? De la femme qui a ramené la joie dans cette maison? D'une chercheuse d'or qui a vu une opportunité et l'a saisie, rétorqua Simone. Léa pleurait toujours. « Je veux Élise, » sanglota-t-elle. « S'il te plaît, papa. S'il te plaît, ramène-la. » Antoine serra sa fille contre lui. Il regarda sa mère, la femme qui avait contrôlé sa vie pendant si longtemps, la femme qui pensait tout savoir mieux que tout le monde. « Partez, dit-il. Antoine, sortez de ma maison. Maintenant. Et ne revenez pas tant que vous n'êtes pas prête à vous excuser personnellement auprès d'Élise. » Le visage de Simone se durcit. « Vous choisissez cette femme plutôt que votre propre mère? Je choisis le bonheur de ma fille plutôt que vos préjugés. » Antoine se leva, soulevant Léa avec lui. « Maintenant, partez, avant que je ne dise quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Simone partit. Mais le regard dans ses yeux promettait que c'était loin d'être fini. Antoine passa l'heure suivante à essayer de joindre Élise. Son téléphone était éteint. Son appartement avait un avis sur la porte. Elle avait déménagé. Pas d'adresse de réexpédition. Elle était partie. Léa pleura jusqu'à s'endormir cette nuit-là, appelant la dame aux étoiles qui ne venait pas. Et Antoine resta éveillé, fixant le plafond, se demandant comment tout s'était effondré si vite. Le gala annuel de la famille Chen eut lieu 3 semaines plus tard. C'était l'événement mondain de la saison. 400 invités, les personnes les plus influentes de la ville, couverture médiatique, photographes. Antoine avait envisagé d'annuler, mais son conseil d'administration avait insisté. L'entreprise avait besoin de la publicité positive. L'association caritative avait besoin des dons. Son absence créerait plus de problèmes que sa présence. Alors il y alla. Léa resta à la maison avec la nouvelle nounou. Elle avait cessé de crier, mais elle avait aussi cessé de parler. Elle s'était retranchée dans le silence, comme après la mort de sa mère. Antoine avait l'impression de voir sa fille disparaître à nouveau. Et il ne pouvait rien faire, absolument rien. Le gala se déroulait à l'hôtel Majestic, le même hôtel où il avait rencontré Élise. Pour la première fois, l'ironie ne lui échappait pas. « Antoine Dubois », dit une voix, toujours aussi séduisant. Il se tourna et vit Chloé Lambert à son côté. Elle portait une robe argentée qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Son sourire était parfait, son regard calculateur. « Chloé », dit Antoine froidement. « J'ai entendu parler de la situation avec votre auxiliaire de vie, » dit Chloé. « Quel dommage. J'espère que Léa se remet. » Elle ne se remet pas. Les enfants sont résilients. Elle oubliera bientôt cette femme. La mâchoire d'Antoine se crispa. Son nom est Élise. Et Léa ne l'oubliera pas. Ni moi. Le sourire de Chloé vacilla. « Antoine, vous ne pouvez pas être encore attaché à ça. À elle. Elle n'était personne. Une femme de ménage avec un visage ravagé. Elle était la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, » dit Antoine. « Et son visage n'est pas ravagé. Il est magnifique. » Chloé rit. « Magnifique. Ses cicatrices sont hideuses. Elles mettent les gens mal à l'aise. Votre mère avait raison de se débarrasser d'elle. Ma mère avait tort. » Antoine commença à s'éloigner. « Tout comme vous. » Mais Chloé attrapa son bras. « Attendez. Je veux que vous rencontriez quelqu'un. » Elle l'entraîna vers un groupe de personnes près de la scène. Qu'au centre du groupe se trouvait un homme qu'Antoine reconnut. L'ex-mari d'Élise. « David, » dit Chloé avec douceur. « Voici Antoine Dubois. »« Antoine, voici David Martin. Il était marié à votre ancienne auxiliaire de vie. »
David Martin était exactement comme Antoine l'avait imaginé. Lisse, séduisant. Le genre d'homme qui sourit, pendant qu'il vous détruit. « Monsieur Dubois, » dit David en tendant la main, « j'ai tellement entendu parler de vous. » Antoine ne lui serra pas la main. « Que faites-vous ici ?»« Chloé m'a invité, » dit David. « Elle a pensé que vous aimeriez entendre la vérité sur Élise. » « La vérité ?» Le sourire de David devint cruel. « Vous a-t-elle dit pourquoi nous avons divorcé? Vous a-t-elle parlé de l'argent de l'assurance? Du fait qu'elle s'est laissée brûler juste pour toucher le pactole ?» Antoine sentit son sang se glacer. « C'est un mensonge. »« Vraiment ?» David sortit son téléphone. « J'ai des documents, des dossiers médicaux, des demandes d'indemnisation. Élise a touché 200 000 € grâce à cet incendie. Et elle ne vous l'a jamais dit, n'est-ce pas ?» Antoine regarda le téléphone. Les documents qui semblaient aussi officiels, si accablants. Mais quelque chose clochait. Quelque chose ne collait pas. « Elle a sauvé sa fille de cet incendie, » dit Antoine lentement. « Elle a failli mourir. »« C'est ce qu'elle dit, » répondit David. « Mais j'étais là. Je sais ce qui s'est réellement passé. » Antoine le fixa. Chloé qui observait avec des yeux satisfaits, la foule qui s'était rassemblée sentant le drame. Et puis, il entendit une voix. « C'est un mensonge. » Tout le monde se tourna. Élise se tenait au bord de la foule. Elle portait une simple robe noire. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses cicatrices pleinement visibles. Elle avait l'air terrifiée, mais elle avait aussi l'air déterminée. « Élise » souffla Antoine. Elle s'avança vers eux, le menton haut. « Je ne me suis pas laissée brûler, » dit-elle clairement. « J'ai couru dans un immeuble en flammes parce que ma fille était piégée. Le plafond s'est effondré sur moi. J'ai passé 6 mois à l'hôpital à me battre pour ma vie. » Elle regarda David avec mépris. « Vous voulez savoir pourquoi nous avons divorcé? Parce qu'au moment où je suis rentrée de l'hôpital, vous m'avez dit que j'étais dégoûtante. Vous m'avez dit que personne ne m'aimerait jamais. Vous m'avez dit que j'aurais dû laisser Rose mourir au lieu de ruiner mon visage. » La foule haleta. Le visage de David se tordit. « Vous mentez. J'ai aussi les dossiers médicaux, » dit Élise. « Les vrais, pas les faux documents que vous avez créés. J'ai les témoignages des pompiers qui m'ont sorti de là. J'ai les articles de journaux de la nuit de l'incendie. » Elle sortit son téléphone et le leva. « J'ai tout, » dit Élise. « Parce que je savais qu'un jour vous essaieriez de me détruire à nouveau, et j'étais prête. » Le visage de David pâlit. Chloé s'avança. « C'est ridicule. Qui va croire une femme de ménage balafrée plutôt que... » « Plutôt que quoi ?» Élise l'interrompit. « Plutôt qu'une femme qui a été payée par Simone Dubois pour séduire Antoine, plutôt qu'un homme qui a abandonné sa famille parce que le visage de sa femme n'était plus assez joli, plutôt que des gens qui voient des cicatrices et pensent monstre au lieu de survivante. » Elle se tourna pour faire face à la foule. « Je suis Élise Martin. Il y a 3 ans, j'ai couru dans un incendie pour sauver ma fille. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu ma confiance. J'ai perdu ma conviction que je méritais quoi que ce soit de bien. » Sa voix se brisa, mais ne céda pas. « Mais je n'ai pas perdu mon courage. Je n'ai pas perdu mon cœur. Et je ne laisserai pas des gens comme ça me les enlever. » Le salon de bal était silencieux. Alors Antoine s'avança. Il dépassa Chloé sans la regarder. Il dépassa David sans le reconnaître. Il alla droit vers Élise, et il prit sa main. « Je vous cherche, » dit-il doucement. « Depuis 3 semaines. Je pensais vous avoir perdu. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « J'ai dû partir, votre mère. Elle a menacé, je sais. » Antoine lui serra la main. « Mais elle avait tort. Surtout, sur vous, sur nous. Il n'y a pas de nous, » murmura Élise. « Nous sommes trop différents. Nos mondes sont trop différents. Alors nous construirons un nouveau monde, » dit Antoine. « Ensemble. Un monde où les cicatrices sont des étoiles et où l'amour ne se mesure pas à votre apparence, mais à ce que vous faites. » Il leva la main et traça doucement les cicatrices sur son visage. « Je vous aime, Élise Martin. J'aime votre courage. J'aime votre gentillesse. J'aime votre force. Et j'aime chaque marque sur votre visage, parce qu'elle prouve quel genre de personne vous êtes. » Élise pleurait maintenant. « Antoine, tout le monde regarde. Laissez-les regarder. » Antoine sourit. «
Laissez-les voir à quoi ressemble la vraie beauté. Et devant 400 des personnes les plus influentes de la ville, devant des caméras et des journalistes, et sa propre mère qui venait d'arriver à l'entrée. Antoine Dubois embrassa la femme de ménage balafrée, qui avait changé sa vie. La foule éclata, certains haltèrent, d'autres applaudirent, d'autres murmurèrent derrière leurs mains, mais Antoine s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était Élise. Tout ce qui avait jamais compté, c'était Élise. Simone Dubois resta figée dans l'embrasure de la porte, regardant son fils embrasser la femme qu'elle avait tant essayé de détruire. Chloé Lambert quitta le salon de bal en courant, son maquillage parfait ruiné par des larmes de rage. David Martin était entouré d'invités exigeant de connaître la vérité sur ses mensonges, et Élise Martin, balafrée, effrayée et entourée de gens qui l'avaient autrefois méprisée, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans. Aimer. Vraiment. Complètement. Inconditionnellement aimée. Les retrouvailles avec Léa furent encore plus belles qu'Élise ne l'avait espéré. Antoine ramena Élise à l'hôtel Majestic ce soir-là. Léa était toujours éveillée, assise dans sa chambre, fixant le vide. Mais au moment où elle aperçut Élise, quelque chose changea, radicalement. « Dame Étoile !» cria Léa, en traversant la pièce en courant et en se jetant dans les bras d'Élise. « Tu es revenue, tu es revenue. » Élise la serra fort contre elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Je suis là. Mon cœur, je suis là. »« Je croyais que tu étais partie pour toujours, » sanglota Léa, « comme maman. Je pensais que tu étais partie pour toujours. » Élise se recula et regarda Léa dans les yeux. « Je ne te quitterai jamais pour toujours. Pas si j'ai le choix. Je t'aime, Léa. Je t'aime aussi, Dame Étoile. » Antoine les observait, les yeux humides. C'était ça, sa famille. Pas celle qu'il avait imaginée. Pas celle que la société attendait. Mais celle que son cœur avait choisie. Et il la protégerait de tout son être. Les mois suivants furent un véritable tourbillon. Antoine présenta officiellement Élise à son cercle social. Certains l'acceptèrent, d'autres non. Il cessa de se soucier de ceux qui ne l'acceptaient pas. Point final. Rose emménagea avec eux. Elle et Léa devinrent inséparables. Des sœurs de cœur. Simone finit par s'excuser. C'était rigide, formel et probablement peu sincère, mais c'était déjà ça. Antoine l'autorisa à revenir dans leur vie à titre probatoire. Victoria Hayes disparut de la société parisienne. Des rumeurs disaient qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour échapper au scandale. David Vasquez fut accusé de fraude pour les faux documents. Il quitta le pays avant le procès, tel un lâche. Et Élise, lentement mais sûrement, apprit à cesser de se cacher. Elle attachait ses cheveux maintenant. Elle croisait le regard des gens. Elle cessait de tressaillir quand des inconnus la fixaient. Parce qu'Antoine avait raison. Ses cicatrices, comme des étoiles, n'étaient pas des difformités. 6 mois après le gala, Antoine fit sa demande. Ce n'était ni dans un restaurant chic, ni dans un lieu exotique. C'était dans le sous-sol de l'hôtel Majestic, le même couloir où Élise avait trouvé Léa pour la première fois. Antoine avait fait décorer l'endroit avec des guirlandes lumineuses et des fleurs. Léa et Rose étaient cachées au coin, en train de glousser. « Élise » dit Antoine, en lui prenant les mains. « La première fois que je vous ai vue, vous étiez assise sur un sol sale avec ma fille, en train de chanter une berceuse. Vous étiez couverte de poussière, votre uniforme était froissé, et vous étiez la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Élise rit à travers ses larmes. « J'étais un désastre. »« Vous étiez vrai, » dit Antoine, « dans un monde rempli de gens faux, de sourires faux, et de tout faux. Vous étiez vrai. Vous n'avez pas essayé de m'impressionner. Vous ne vous souciez pas de mon argent ou de mon statut. Vous avez juste vu une petite fille effrayée et vous l'avez aidée. » Il s'agenouilla. « Élise Martin, vous êtes entrée dans ma vie comme femme de ménage. Vous êtes devenue la meilleure amie de ma fille. Vous êtes devenue le foyer de mon cœur. Voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Élise regarda cet homme puissant, riche, bon,
qui voyait ses cicatrices et les appelait des étoiles, qui aimait sa fille comme la sienne, qui avait tenu tête à sa mère, à la société, et à tous ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Oui, dit-elle, 1000 fois oui. Les filles sortirent de leur cachette, en criant de joie. « Elle a dit oui !» hurla Léa. « Nous allons être une vraie famille !» Antoine glissa la bague au doigt d'Élise. Puis il se releva et l'embrassa pendant que leur fille dansait autour d'eux. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était mieux, c'était vrai. Le mariage eut lieu dans le jardin du domaine d'Antoine. C'était petit selon les normes de la haute société. Seulement une centaine d'invités. Mais chacun d'eux était là parce qu'il aimait sincèrement le couple, pas par obligation ou par ambition sociale. Élise portait une robe blanche simple qui laissait voir ses cicatrices. Pas de voile pour se cacher, pas de maquillage pour camoufler. Juste elle, exactement comme elle était, authentique. Antoine pleura quand il la vit descendre l'allée, tout comme Léa et Rose, qui étaient demoiselles d'honneur, tout comme la moitié des invités. La cérémonie fut courte et douce. Ils avaient écrit leurs propres vœux. « Élise, dit Antoine, quand Sophie est morte, je pensais que je n'aimerais plus jamais. Je pensais que mon cœur était brisé à jamais. J'ai passé 2 ans à regarder ma fille s'éteindre et je me sentais impuissant à l'arrêter. » Il lui prit les mains. « Puis vous êtes apparue, une étrangère avec des cicatrices et de la gentillesse, et la capacité magique de voir au-delà des murs qui semblaient impénétrables. Vous avez redonné sa voix à ma fille. Vous m'avez redonné mon espoir. Vous nous avez montré à tous les deux que l'amour n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'être présent, d'être là, de se tenir la main dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière revienne. » Sa voix se brisa. « Je promets de vous aimer tous les jours de votre vie et de la mienne. Je promets de voir toujours vos cicatrices comme des étoiles. Je promets d'être la famille que vous méritez et le partenaire dont vous avez besoin. Je promets de continuer à vous tenir la main, quelle que soit l'obscurité qui viendra. » Élise essuya ses yeux. « Antoine, dit-elle, il y a 3 ans, je suis sortie d'un incendie sans rien. Mon visage était détruit. Mon mariage était terminé. Ma confiance en moi avait disparu. » Elle sourit à travers ses larmes. « J'ai passé des années à me cacher. Des inconnus, des miroirs, de la vie. Je pensais que j'étais trop abîmée pour être aimée, trop brisée pour être belle, trop marquée pour mériter le bonheur. » Elle lui serra les mains. « Puis vous m'avez tenu la main, dans un couloir de sous-sol, devant votre famille, devant le monde. Vous m'avez tenu la main et vous ne l'avez pas lâchée. Vous avez vu mes cicatrices et vous avez vu des étoiles. Vous avez vu mes blessures et vous avez vu la beauté. » Sa voix se brisa. « Je promets de vous aimer tous les jours de votre vie et de la mienne. Je promets d'arrêter de me cacher et de commencer à vivre. Je promets d'être la mère que Léa mérite et le partenaire dont vous avez besoin. Je promets de continuer à vous tenir la main, quelle que soit l'obscurité qui viendra. » L'officiant sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Antoine attira Élise dans un baiser. Les invités applaudirent. Léa et Rose coururent les embrasser tous les deux. « Nous sommes une famille, » cria Léa. « Une vraie famille. Nous l'avons toujours été, » dit Élise, en les serrant tous contre elle. « Nous devions juste nous trouver. » 5 ans après le mariage. Élise se tenait sur une scène. Elle s'adressait à une foule de survivants de brûlures et à leurs familles lors du gala annuel de la Fondation Phoenix. La fondation qu'elle et Antoine avaient créée ensemble. Une organisation dédiée à aider les survivants de brûlures à reconstruire leur vie. « Je veux vous raconter une histoire, » dit Élise, « l'histoire d'une femme qui a tout perdu dans un incendie. » La foule était silencieuse. À l'écoute, elle a perdu son mariage, sa confiance, sa conviction qu'elle méritait l'amour. Elle a passé des années à se cacher derrière ses cheveux, à éviter les miroirs, à tressaillir quand des inconnus la fixaient. Élise toucha ses cicatrices. Elle les portait ouvertement maintenant, fièrement. Puis un jour, une petite fille a regardé ses cicatrices et a dit qu'elles ressemblaient à des étoiles. Élise sourit. Cette petite fille a tout changé.
Elle a rappelé à cette femme que la beauté n'est pas une question de police ou de traits parfaits. Il s'agit de courage, de gentillesse, de la volonté de se jeter dans le feu pour ceux que l'on aime. Elle observa la foule, ses visages marqués par les brûlures, ses cicatrices. Ces gens qui savaient exactement ce qu'elle avait traversé. « Vos cicatrices ne sont pas des défigurations », affirma Élise d'une voix ferme. « Ce sont des médailles. Elles sont la preuve que vous avez survécu à quelque chose de terrible et que vous avez continué. Elles sont des étoiles. Et quiconque ne peut pas voir ça ne regarde pas assez attentivement. » La foule éclata en applaudissements. Au premier rang, Antoine était assis avec Léa, maintenant âgée de 10 ans, et Rose, qui en avait 12. À leur côté se trouvait le nouveau membre de la famille, un petit garçon de 3 ans, prénommé Daniel, leur fils biologique, qui avait hérité des cheveux foncés de sa mère et des yeux tendres de son père. Léa pleurait, des larmes de fierté. « Maman est formidable », murmura-t-elle à Rose. « Maman, pas Élise, pas Dame Étoile. Maman. » C'est ainsi qu'elle appelait Élise depuis 3 ans maintenant, depuis le jour où elle avait demandé la permission et où Élise avait pleuré pendant 1 heure entière. « Elle l'aide vraiment », acquiesça Rose. Élise termina son discours et quitta la scène. Antoine l'accueillit avec une étreinte. « C'était incroyable, dit-il. J'ai failli ne pas le faire. » Avoua Élise. « J'ai failli me cacher, mais tu ne l'as pas fait. » Non. Élise regarda sa famille, son mari, ses 3 enfants. Sa vie qui avait pris une tournure si différente de ce qu'elle avait jamais imaginé. « Je ne l'ai pas fait, parce que j'ai finalement réalisé quelque chose. » « Quoi donc ? Que se cacher ne te protège pas. Ça te maintient juste petit. Et j'en ai fini d'être petite. » Antoine lui embrassa le front. « Tu n'as jamais été petite. Élise, tu as toujours été une étoile. Le monde devait juste te rattraper. » Ils sortirent du gala ensemble, main dans la main. Une famille formée non seulement par le sang, mais par le choix, par l'amour, par le refus obstiné de laisser le monde définir leurs valeurs. Qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? Auriez-vous laissé quelqu'un vous tenir la main quand vous vous sentiez comme un monstre? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a touché votre cœur, le bouton Super Thanks est un moyen de soutenir davantage de contenus comme celui-ci. Chaque contribution aide à donner vie à ces histoires d'espoir et de guérison. L'histoire d'Élise et d'Antoine prouve que la beauté ne dépend pas de ce à quoi vous ressemblez. Elle dépend de ce que vous faites. Il s'agit du courage de se jeter dans le feu, de la gentillesse de s'asseoir avec un enfant perdu, de la force de continuer quand le monde vous dit d'abandonner. Une femme marquée par les cicatrices était assise dans le sous-sol d'un hôtel. Un homme puissant lui tenait la main. Et ensemble, ils ont prouvé que l'amour voit au-delà des cicatrices, jusqu'aux étoiles qui se cachent en dessous. C'est ça, le miracle. Ça, c'est ça, le message. C'est ce qui arrive quand vous choisissez l'amour plutôt que la peur. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.